Depuis de nombreuses années, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs et rencontrer les gourmands de nos régions. Chacune possède ses ambassadeurs gastronomiques, parfois illustres, des artistes de renom qui ont porté l'art culinaire au rang d'art majeur, n'hésitant pas à introduire leur amour de la cuisine dans leur création. Les textes gourmands de Colette, évoquant aussi bien la truffe que le pudding de sa mère, les romans de Jean Giono remplis de plats provençaux, les tables chargées de fruits peintes par Cézanne ou Claude Monet, les croquis de Toulouse-Lautrec sont autant de célébrations de la table et des plaisirs des sens. Sans oublier Marcel Proust, indissociable de ses madeleines. Dans cette nouvelle formule, j'ai décidé de me mettre à la table de ces créateurs, de faire le trait d'union entre leur univers artistique et notre passion gastronomique commune, afin de vous livrer les plus belles recettes de ces artistes épicuriens. Bonjour, je vous propose de découvrir un pays imaginaire devenu réalité grâce au talent universel de l'un de nos plus grands auteurs, François Rabelais. Je vous emmène en Rabelaisie, un pays de bonne chère, de vins goulayants, de culture joyeuse, un territoire qui se situe autour des lieux qui ont vu naître et grandir François Rabelais en Indre-et-Loire à la fin du XVe siècle. On débute notre parcours ici, à Chinon, au pied de la forteresse royale, et l'on va terminer cette balade en célébrant notre banquet pantagruélique évidemment gargantuesque, dans les fameuses caves peintes qui ont d'ailleurs été décrites par Rabelais en son temps. Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art, disait François Rabelais. Cet homme de savoir, tour à tour moine, traducteur, botaniste, médecin et écrivain, né au XVe siècle au cœur de la Renaissance, a exprimé toute sa vie durant sa pensée humaniste à travers la littérature et la nourriture. Après avoir grandi à Chinon, vécu un peu à Paris et étudié la médecine à l'université de Montpellier, François Rabelais décide d'écrire Pantagruel en 1532 et Gargantua 2 ans plus tard. Des satires féroces et drôles de la société de son époque, dénonçant les guerres de l'Église et de la noblesse, où le boire et le manger sont omniprésents. Ces héros, les fameux géants, dévorent tout sans mesure et considèrent le vin comme le meilleur des breuvages et font succéder les batailles aux festins. Ils symbolisent autant les joies de la table que l'appétit de connaissance des hommes. Dans les inestimables chroniques, l'auteur dresse un inventaire culinaire précis des produits et des façons de les accommoder. Le médecin qui est en lui prône déjà l'équilibre alimentaire à ses lecteurs mangeurs, condamnant autant la dangereuse privation que l'excès de chair que font ces personnages, les gastrolâtres. Dans ses 3 ouvrages suivants, l'homme au gai savoir inventera près de 800 mots culinaires toujours d'actualité, tels que bedaine, casserole ou mitonnet. Saucissons et macarons y seront traduits de l'italien pour la première fois. Il serait fier de savoir que l'adjectif rabelaisien évoque aujourd'hui l'échange, le plaisir et la gourmandise, un bon condensé de nos carnets. Pour notre première recette, nous allons rencontrer Dominique au manoir de l'abbaye de Seuilly, où François Rabelais aurait fait ses études dans son plus jeune âge. Dominique est en prise avec la culture rabelaisienne puisqu'elle est restauratrice de livres anciens, relieur, enlumineur, mais elle est également une excellente cuisinière et elle nous propose une recette à cheval sur le Moyen-Âge et la Renaissance, une recette de volaille de la région, aux épices, au vin de Chinon, aux amandes, très populaire à l'époque, et aux raisins secs. Ça a l'air très appétissant.
Bonjour Dominique, comment ça va? Je vous fais un bisou. Je vous emmène? Allez. Allez. J'arrive. Et nous voilà dans la jolie cuisine. Voilà, tout est prêt. Alors ça, c'est une recette qui vous est inspirée par qui, par quoi? Alors, je me suis basée sur l'époque de Rabelais. Donc, Et c'est une au recette 16e typique de la siècle. Renaissance avec ses épices, la cannelle qui est très à la mode au XVIe siècle. Ce qui est intéressant, c'est la présence des amandes Oui. qui avaient été rapportées par les Arabes et qui avaient été ensuite plantées dans le bassin méditerranéen, Oui. dont ils se servaient beaucoup Oui. pour épaissir les sauces notamment, puisqu'à l'époque, on n'utilisait pas la farine. Non, pas du tout. encore. On trouve pas très rarement dans les recettes de la farine. C'est ça. Et il y avait aussi de la mie de pain, Oui, c'est ça? et là, pour, dans la pour recette, lier on les va sauces. le faire à la mie de pain. Pour démarrer cette recette, je vais m'occuper du légume d'accompagnement, un chou paumé que je vais découper en larges lanières. Alors racontez-moi un peu l'histoire de cet endroit, de ce prieuré. Alors, le manoir a été construit à côté de l'abbaye en 1461, donc juste avant Rabelais. Avant la naissance de Rabelais. C'était une maison importante ici et d'ailleurs les études se faisaient souvent ici et Rabelais, a priori, a fait ses études ici quand il était enfant. Dominique enfourne la belle volaille fermière, légèrement badigeonnée d'huile, à 180 degrés pour la colorer avant de la mijoter en cocotte. J'attaque un deuxième chou frisé cette fois-ci, que nous ébouillanterons avec le premier pour les attendrir. Voilà, Et là, on laisse une petite demi-heure. une demi-heure. Alors maintenant, on va couper du pain pour lier la sauce. Oui, chef. Du pain rassis que nous plaçons dans le four, à côté du poulet, pour sécher plus vite. Puis nous éminçons un oignon et coupons du lard grossièrement. Je laisse la couenne. Oui. On va faire demain. Ah oui, c'est bien. Et tout part dans la cocotte. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors- On laisse fondre. Oui, alors on laisse fondre. On va regarder le pain où il en est. Ça y est, il est grillé. Nous l'imbibons immédiatement de vin rouge du pays. Après tout, le jus de la vigne clarifie l'esprit et l'entendement, disait notre auteur. Et là, on va bien écraser. Ah, et ça permet vraiment de faire rentrer, Voilà. pénétrer le vin dans la mie du pain. Voilà, on fait de la purée de pain. Purée de pain, c'est drôle. Oui, on ne connaissait pas encore le roux tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce mélange de beurre et de farine qui permet de créer une base de liant pour les sauces. Je passe le tout dans un tamis pour affiner encore plus la texture. Dominique délaye avec du vinaigre de vin. C'est moi qui le fais, donc il est vraiment Oh là là, du vinaigre de vin de Chinon. ça va pas être mauvais. Je mets aussi du bouillon. Oui. C'est pas très joli à la couleur, mais une fois cuit, on voit plus rien. C'est bien. Hein. Voilà, on est bien là. hein. Oui, oui, on est bien là. Donc là, maintenant, on va mettre le poulet dedans. D'accord. Elle est belle votre volaille. Vous avez gardé le coup, vous avez raison, ça donne bon goût. Oui. Il y en a qui aiment. Puis quand c'est de la bonne volaille, Ouais. ça- Ah ben rien qu'en touchant avec les couverts, on sent qu'elle est ferme, que c'est une belle volaille qui a couru, qui a vécu longtemps. Nous y versons la préparation vineuse, couvrons à hauteur avec du bouillon de bœuf et aromatisons d'une farandole d'épices. on va commencer par la cannelle. La cannelle, donc l'équivalent d'une cuillère à café, quoi. Oh, bien plus. Ah bon Ah. Bah alors j'y vais. Au hein. niveau des épices, c'est très important, il faut qu'il y en ait vraiment beaucoup. D'accord. Parce que comme il n'y a pas de sel, c'est les épices qui vont donner du goût. Alors du gingembre, on en met autant, Donc ce serait quoi l'équivalent d'une cuillère à soupe? au moins, oui. Ah bon? Oui. Et ça, c'est de la muscade. Alors je mets pas quand même une cuillère à soupe de muscade. Non. Non. Allez, une petite Un peu pince. moins. Alors ça, c'est de la girofle que j'ai pilée avant. Un peu D'accord, ce que- clou de girofle. Alors on en met la moitié à peu près. Il y a une bonne dizaine Oui. de clous, quoi. Et puis du poivre. Et on n'a pas peur du poivre non plus. On n'a pas peur du poivre. Âme sensible, s'abstenir. Enfin, nous ajoutons l'équivalent de 3 belles poignées de raisins secs de Corinthe et autant d'amandes concassées et torréfiées pour encore plus de saveur. Et là, maintenant, on va laisser cuire pendant 1h30. Vous nous faites un tagine, finalement. Presque. Les choux d'accompagnement qui ont été égouttés passent aussi à la cocotte et vont mijoter avec du lait entier et de l'amande, en poudre cette fois-ci. Et puis on le laisse à couvert doucement, comme ça on remonte de Surveille. temps en temps. Voilà. Comme le lait sur le feu. Voilà. Dominique me conseille d'aller voir de plus près le pigeonnier du XVe siècle, récemment restauré. Une bâtisse circulaire constituée de petites cases à flanc de mur, des boulins,
dont la grande quantité témoigne de la richesse du propriétaire. Ils devaient se régaler de pigeons, les moines, hein. Alors, en parlant de festin, le nôtre se profile. Pour la poularde aux épices préparée par Dominique, prenez une belle poule, 100 g de pain blanc grillé, un demi-litre de vin rouge de Chinon, 75 centilitres de bouillon de bœuf, 20 centilitres de vinaigre de vin, un oignon, 200 g de lard, 2 cuillères à soupe de cannelle, autant de gingembre en poudre, une cuillère à soupe de noix de muscade, 6 clous de girofle, 150 g de raisins secs et 125 g d'amandes concassées. Oh, que ça sent bon! Ça sent bon. Oh là là, ça s'annonce bien. On voit bien d'ailleurs que le pain a épaissi la sauce. Ça a l'air délicieux là, raisin sec, épices. Mais en fait, vous savez quoi? C'est un civet aux épices. Et aux fruits secs. Tout est possible. Tout est possible. Avec Rabelais, tout est possible. Tout est possible. Bon, Et ben, bien, en voilà. parlant de Rabelais, Oui. il faut absolument découvrir la devinière. Et Alain, qui est un grand spécialiste de Rabelais, qui a consacré sa vie à Rabelais, je pense qu'il est incontournable quand on vient dans la région. C'est l'homme de la situation. Tout à fait. Bon, je vous embarque dans ma petite Micheline. Oui, tout à fait. J'enlève le tablier Allez, et on y va. allons-y. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien. En route pour découvrir la maison natale de notre auteur. Un lieu cerné d'un verger et de vignes, fondateur pour Rabelais qu'il décrira abondamment dans ses livres. Bonjour, Bonjour Alain. Julie, Bonjour, bonjour. soyez les Bonjour, bienvenus. Alain. Bonjour Dominique. Ça va? Très bien. Dominique m'a dit qu'elle m'emmenait dans la maison natale. Ben voilà, C'est soyez ça les bienvenus chez Rabelais. Donc c'est la maison natale, la maison d'enfance de François Rabelais. En tout cas, c'est là que on associe Rabelais et son berceau, et également le berceau de Gargantua, qui est son géant de prédilection, puisqu'il va le faire naître à côté de la Devinière. Alors c'est une petite maison qui appartenait donc au père de François Rabelais, Antoine, qui était avocat à Chinon et qui possédait des propriétés, dont la Devinière. Et cette petite maison a très peu changé en 5 siècles. Vous avez un logis du XVe siècle, le pigeonnier qui est là, qui est quand même assez majestueux, avec ses 288 boulins. J'ai pu découvrir le pigeonnier de Seuilly, de l'abbaye de Seuilly, voilà. oui, oui. ouais. Qui est vraiment un très beau pigeonnier, restauré Nous avons depuis cuisiné. peu. Voilà, oui, oui. Et donc, autour de cette petite maison, vous avez également les maisons, je dirais, domestiques, donc la maison du métayer et la maison du vigneron, et les caves qui constituent un peu le ventre de la maison. Dominique me laisse avec Alain pour découvrir les parties souterraines de la demeure. Ah, mais c'est une maison, ça n'est pas seulement une cave. Donc on y vivait dans ces caves. On y vivait, donc c'est assez rude, hein, c'était réservé généralement à l'ouvrier viticole. Nous nous engouffrons dans les 640 mètres carrés de caves attenantes, un vrai labyrinthe qui révèle la forte production viticole de l'époque et éclaire sur la place centrale de l'élixir dans toute l'œuvre de Rabelais. On peut associer Levain et Rabelais, Levain et savoir dans l'œuvre de Rabelais. Quand il fait crier à boire à son géant Gargantua, c'est un appel à la soif de connaissance. Abreuvez-vous à la source de toute connaissance, apprenez, buvez toujours, ne meurez jamais, dit Rabelais. Donc apprenez, transmettez et vous continuerez. C'est-à-dire que vous prolongerez à travers le savoir par ce vin métaphore. Connaître les autres, connaître le monde à travers l'alimentation. Mais c'est une alimentation aussi bien physique que spirituelle finalement, c'est ça? Tout à fait. Dans la partie muséale, Alain me montre la précieuse documentation retraçant l'œuvre et la vie de François Rabelais. Les almanachs qu'il a écrits, les éditions rares de ses ouvrages et les illustrations dessinées par l'artiste Gustave Doré au XIXe siècle.
Nous nous rendons maintenant dans le logis de la famille Rabelais, surplombant les vignes. Un paysage préservé, identique à celui admiré par notre savant. Superbe. Dominique est dans la chambre du maître, en plein ouvrage. Alors, c'est notre menu ou C'est le menu, voilà. C'est super, vous avez fait ça à l'instant? Ça Non, demande il faut du quelques travail. heures pour faire tout ça. On commence par la calligraphie, ensuite on dessine, on fait l'or et après on fait la peinture. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'enluminure exactement? Alors l'enluminure, c'est le dessin qui est autour d'un texte pour lui donner la lumière. Ah, donc Qu'on on trouve illumine. toujours dans les livres manuscrits. Après, avec l'impression, on en a fait un petit peu, mais après ça s'est arrêté. Et petit à petit, bien, la peinture à l'huile est arrivée, et l'enluminure est sortie des livres et elle s'est mise sur les tableaux. C'est superbe. Donc Dominique. Julie, peut-être un petit essai pour voir ce que ça fait? Eh bien, pourquoi pas? Lançons-nous. On va essayer de faire un petit rond, puis des petits traits autour. Ce sont des petits soleils, quoi. Oui, c'est un décor typique du 16e, on en voit beaucoup. Ah oui. Eh bien, moi, je vous dirais que c'est un métier. Tout à fait. Écoutez, je crois pouvoir vous dire que c'est le plus joli menu que nous ayons eu. Maintenant, reste à être à la hauteur du menu Voilà, que la cuisine soit aussi bonne. et de la légende de François Rabelais et de Gargantua. Et pour un menu tourangeau ou rabelaisien digne de ce nom, il nous faudra également de bons fromages de chèvre. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne. Avant de me rendre sur mon prochain lieu de recette, je prends les chemins de traverse et vais faire un arrêt à la ferme de Gatien-Laurent. Il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces. Bonjour, Bonjour, Julie. Gatien, enchanté. Alors, c'est Alain de la Devinière qui m'a recommandé de venir vous voir. Oui, Il m'a dit que vous faisiez un excellent fromage et que vous connaissiez bien le métier. on connaît bien le métier, oui. C'est ça fait plusieurs générations que vous fabriquez du C'est fromage ça, de oui. chèvre? Je et suis la vous les 4e génération. Ça a commencé avec mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Donc aujourd'hui, Ici, sur la même ferme? sur la même ferme. Tu veux me manger, toi? Tu veux me manger? Ça, il n'y a rien à faire. Quelle que soit la race, elles veulent tout manger. C'est ça. Ça, j'ai remarqué que c'est quand même le Elles point sont commun très de la câlines. chèvre de par le monde. Mais oui, vous êtes très, très mignonne. Avec le lait cru et biologique de son cheptel, Gatien confectionne l'incontournable Sainte-Maure de Touraine et bien d'autres spécialités encore. Je ne résiste pas à une dégustation improvisée. Ah oui, il y a du choix. Vous voulez que je vous fasse goûter un petit morceau? Ah ben, je veux bien. Ce que vous voulez. Je suis partante. Le doux, le plus sec. Je vais vous faire goûter un Sainte-Maure de Touraine qui a été affiné. Ah oui, Ouais, en effet, il a On a- perdu en volume, là. c'est on ça. voit. On a 60 jours d'affinage. Alors, pour rentrer dans l'AOC, quel est le minimum d'affinage? Le minimum, c'est 10 jours. 10 jours, 10 jours d'accord. d'affinage, comme celui-là. 10 D'accord. jours d'affinage. Et là, on a 60 jours d'affinage. On a fait vieillir en cave. L'avantage de celui-là, c'est qu'on peut le couper en petites lamelles. Oui, c'est ça. Oui, il a la texture d'un parmesan, presque. Merci. Ah oui, il est bon. Ouais. Il est bon parce que il est très affiné, il a un goût intense, mais il est très doux, en fait. C'est ça. On va être sur un fromage qui a énormément d'arômes. Je peux faire goûter un bleu de chèvre. Ouais. On n'est pas nombreux à en faire. Donc là, c'est un fromage qui a 1 mois d'affinage. On est très jeune. D'accord. Voilà. Et on est sur une texture un petit peu plus sèche que des fromages type Roquefort. On est La sur des laits brebis, quoi. moins gras, moins... Ah oui, moins gras, moins salé, moins, C'est ça. moins fort, mais savoureux, quand même très onctueux. Ouais. On a une longueur en bouche, quand même. Oui. Entre les tomes, le Sainte-Maure de Touraine et le camembert crémeux de chèvre, Gatien me promet un magnifique plateau de fromage pour notre banquet, qui se dessine joyeusement. J'ai maintenant rendez-vous avec Jean-Max Manceau, vigneron de la région et rabelaisien émérite. La passion de la terre guide son travail quotidien et celui de sa famille depuis 3 générations. Sa vigne lui donne le meilleur du terroir chinonnais.
là. Oh là. Bonjour. Bonjour. C'est tout à fait incongru de vous trouver là. Qu'est-ce que vous faites Et avec vous, votre alors vous êtes perdus dans attelage? notre beau pays. Ouais. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites avec votre Eh calèche? ben, moi, je fais ce qu'on appelle de l'œnotourisme, et c'est aussi une deuxième passion après mon métier de vigneron. Donc De vous temps en emmenez temps, je fais des balades. Donc les curieux sur si- votre calèche. si vous voulez en profiter, c'est possible. Oh là. Oh là, bah oui, je vais monter parce que Oh je là. sens que je Oui. monte Alors, par il là. faut mettre le pied gauche Ah, sur le d'accord, point oui. noir, là. Voilà. D'accord. Et voilà. Hop Super, là. on va aller Dis faire... donc, c'est des belles bêtes, hein. Oh là, doucement, Lolo, Ils sont doucement. costauds. Doucement, doucement. Oh là. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait trotter. Du coup, ils s'emballent. Vous avez plusieurs métiers alors, vous? Ouais, c'est aussi une passion parce que meneur de chevaux, ça a été toujours une seconde passion pour moi. Quand j'étais petit, mon père avait des chevaux et j'adorais ces chevaux. Donc j'ai pu concilier les deux. Et ceux-là sont particulièrement costauds, non? Ouais, ce sont ce Charpentés, qu'on hein? appelle des chevaux de chevaux trait, de hein, trait, c'est des hein, c'est percherons, ça. donc c'est des chevaux qui peuvent travailler dans les vignes d'ailleurs. Oh pas. Et alors, pour ce qui est des vins rouges qui sont majoritaires dans le Chinon, on est Ah d'accord? oui, alors Largement. effectivement, notre vignoble est composé de 97% d'un cépage rouge qui s'appelle le Cabernet Franc. Donc en monocépage pour l'appellation. Monocépage, oui. Rabelais, dans ses œuvres, parlait déjà de ce fameux vin parce que les cépages sont arrivés là autour du 5e siècle, se sont développés à partir du 12e. Et le blanc, donc on est en chenin, c'est ça? Alors le blanc, c'est du chenin, tout à fait. Et Rabelais l'appelait le pinot, pinot EAU, pas comme la Bourgogne, pas pinot OT. Hein. Ah oui, mais comme le Pinot des Charentes alors. Comme le pinot des Charentes, mais pinot de la Loire. Pinot de la Loire. Il a pris ce nom-là. Ils sont vraiment excités aujourd'hui. Ah ouais, hein? Allez. Ça va pas durer longtemps. Voilà, c'est bien. Oh là. Eh bien les loulous. Mais formidable. Donc là, on est chez vous alors? On est chez nous. Hop. Voilà Julie, alors en tant que vigneron, je vais vous faire découvrir un vin très particulier, si on peut appeler ça du vin, de l'époque de Rabelais. Oui. Donc je vais vous faire découvrir le fameux vin d'Hippocrate. Ah oui, qui était Rabelais, on parle un petit peu très dans ses populaire œuvres. à l'époque de Rabelais. Ouais. Allez Julie, on descend à la cave. À la Attention, cave. parce que Oh, c'est périlleux. ce sont des marches qui ne Ah, sortent je vis pas des tous les trucs avec jours, toi. Hein. mais c'est une occasion. Ça va? Ah oui, dis donc, ils sont Voilà. magnifiques ces amphores. Eh bien oui, ce sont des amphores en terre cuite qu'on utilise pour fermenter et élever le vin. Là, c'est pour le fameux chenin qu'on évoquait tout à l'heure, le pinot de la Loire. Le blanc. Le blanc. Voilà, donc c'est une technique qui date des époques romaines. Hein, et d'ailleurs, ces amphores proviennent d'Italie, tout près de Qu'est-ce Florence. qu'elles apportent alors? Il y a un phénomène de micro-oxygénation avec la terre cuite, Oui, parce que c'est poreux. ce qui apporte un petit peu d'oxygène au vin, ce qui permet de garder sur les lits de fermentation le vin très longtemps. C'est un petit peu technique, mais ça donne beaucoup plus de gras au vin, beaucoup plus de minéralité. Alors, qu'est-ce Voilà. que tu nous proposes là? Alors là, comme on évoquait tout à l'heure, le fameux vin Hippocrate. À l'époque, on n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui pour conserver le vin. Et durant l'été, parfois, le vin tournait mal. Aller vers ce qu'on appelle le vinaigre. Ou, Donc c'est une façon de rebiscouler le vin, quoi. Un peu. voilà. Alors en fait, plutôt que on n'aimait pas gaspiller, le vin, c'est un produit noble. Donc pour continuer à pouvoir le consommer, on mettait des épices et du miel, parce que le sucre n'existait Et pas. entre nous, c'est un peu ce qu'on faisait avec les viandes aussi. Hein. Aussi. Les épices, elles n'étaient pas là par hasard. C'était des moyens de conservation. Pas seulement par exotisme. Exactement. Jean-Max met 1 litre de son vin rouge à chauffer avec 3 cuillères à café de miel, 4 g de cannelle, 11 g de noix de muscade, 3 clous de girofle, 1 cuillère à café de gingembre en poudre et une demi-cuillère à café de vanille séchée et broyée. Il porte à ébullition puis laisse ensuite le vin s'aromatiser à frémissement. En fait, c'est un vin chaud. C'est ça. Et on le consommait chaud ou froid d'ailleurs? Non, plutôt froid. Et ça se prend à l'apéritif, beaucoup. Pour être préparé dans les règles de l'art, l'hypocrase doit encore macérer 48 heures. Et comme notre sage rappelle que tout vient à point à qui peut attendre, dans la vie inestimable du grand Gargantua, je patienterai jusqu'au Pantagruélique repas pour découvrir le breuvage préféré de François Rabelais. À l'étage, la femme de Jean-Max, Odile, est aussi en cuisine pour préparer une spécialité tourangelle, les godbillots,
que Rabelais évoque dans son deuxième livre, La vie très honorifique du grand Gargantua, père de Pantagruel. Bonjour Odile. Voilà, donc je te Bonjour, présente Julie. Odile, mon épouse, Bonjour. qui est en train de préparer les godillots. Bien avancé déjà. Ouais, et moi, je vais vous godillots. abandonner parce que j'ai... Il y a l'hypocrate sur le feu. Exactement. Absolument, Donc, merci. Bonne cuisine. Donc ça consiste en quoi ces godillots? Alors ça c'est quoi? C'est du gras double. En fait, D'accord. c'est de la panse de bœuf Ouais. qui a été cuite pendant 12 heures. Donc le gras double coupé en morceaux. Et là Oui. tu fais des oignons. Là, je fais il y a les oignons pour les faire rissoler. Ouais, elle est où ta marmite? Elle est là. Ah oui, dis donc, à l'ancienne. C'est sympa ça. Voilà. C'est de braise en dessous. Tu règles la température de ton feu en rajoutant plus En ou moins de rajoutant un peu. braise. Voilà. Et c'est une cuisson que tu pratiques souvent? Ouais, c'est régulièrement. Et tu fais tout ça au cep de vigne? Voilà, c'est ça. Tiens, je vais le faire. Donc, on ajoute un petit peu de poitrine. D'accord. Juste salé, qui n'est pas Voilà. fumé. Hein. Non, qui n'est pas D'accord. fumé. Et on attend que ça On fonde. attend que ça fonde et que ça dore un petit peu. D'accord. Alors, cette recette, tu la tiens d'où? De qui? Alors, du livre de Rabelais, parce que dans ses livres, il écrit quand Gargamelle était enceinte de Gargantua, elle avait des envies, et elle avait une envie de godbillot. Elle en a mangé beaucoup, 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 et elle était malade, d'où le nom godbillot, dégobillé, dans le vieux Rabelais. Ah, d'accord. Et donc, elle en a tellement mangé qu'elle n'a pas pu accoucher par voie basse. C'est là que Gargantua est né par Par l'oreille. l'oreille. Ah. Nous poursuivons cette recette épique en versant dans le chaudron 50 g de farine pour faire un roux brun, un demi-litre de bouillon de légumes et autant de vin blanc de la maison. Puis nous y jetons des légumes coupés en beaux morceaux, céleri rave, céleri branche et carottes. Sans oublier les épices, bien sûr. Donc, dans une petite mousseline, j'ai mis du thym, Du poivre. On va mettre quelques clous de girofle, Mhm. Je rajoute les piments. les piments. Le laurier, Et le tu laurier. veux le mettre aussi dedans? Oui, oui. Et tu vas enfermer tout ça On dans va ta petite enfermer tout chaussette, là. ça. C'est comme une infusion, quoi. Voilà, c'est ça. Après une bonne demi-heure de cuisson, nous complétons la marmite avec des courgettes, de l'aubergine et de l'ail. Et puis, on va ajouter le gras double. D'accord. Oui, parce qu'il a déjà cuit, c'est ça? Oui, Le charcutier voilà, le fait c'est cuire ça. une douzaine d'heures, donc ça Oui. suffit normalement. Oui, en C'est fait. juste pour le réchauffer qui donne son goût. Voilà. Bon, ben maintenant, on va laisser mijoter encore une demi-heure. Et puis, dans une demi-heure, on pourra goûter. Ah ben c'est parfait. Ben moi, Voilà. ça me laisse le temps de noter la recette sur mon petit carnet. Très bien. Et le soleil est là justement pour m'aider. Bon, à tout de suite. Pour les incroyables godbillots de Gargamel, munissez-vous de 1 kg de gras double, un demi-céleri rave, un demi-céleri branche, 3 à 4 carottes moyennes, 2 courgettes, une aubergine, 5 oignons, 3 gousses d'ail, un piment, 250 g de lard frais, 50 g de beurre, 50 g de farine, du thym, du laurier, du poivre et des clous de girofle. N'oubliez pas un demi-litre de chinon blanc et un demi-litre de bouillon. Je rejoins mes amis, les gastrolâtres, comme les aurait nommés Rabelais. Je suis en train de servir le vin qui est dans les amphores, Julie. Ah, quel privilège. Tu vas voir. Formidable. Et Odile, c'est bon? Ça y est, cuit, c'est tu bon, crois? c'est cuit. Oh là là, en plus, on va avoir le parfum de la braise, là. Bon, merci de votre accueil. Oh, merci. Il a une ampleur, une rondeur, et en même temps, il reste minéral, il est droit. Ah ouais, Alors, avec les godbillots, ça doit le faire. Hein. ah ouais, superbe. Allez. Alors, on voit que le gras double, c'est bien délité. Et là, on distingue les différents morceaux, hein, parce que finalement, le gras double, c'est plein de morceaux de la C'est panse. ça. Voilà. entre Et là, le- je retrouve le côté un peu Alors, où il est le alvéolé du bonnet. bonnet Il est Moi, là, je le l'ai. bonnet. Voilà. Je reconnais que c'est très bon. Bravo, Odile. Ouais. C'est étonnant de se dire qu'on goûte ce plat depuis 500 ans, voire plus, dans cette région. C'est pour ça qu'il ne faut pas le perdre.
Bien sûr. Alors, je pense pas qu'on ait besoin d'en refaire parce qu'on a quand même vu large, mais il faudra rapporter la marmite au Cave Pinte en revanche. C'est possible? Mais bien sûr. J'ai hâte de découvrir cet endroit. Tu me feras une petite visite quand même, une visite guidée? Avec grand plaisir. Tu verras, c'est un lieu exceptionnel. Ah, je suis sûre. Franchement. Ce pays de Touraine est resté fidèle à la description qu'en faisait son célèbre résident François Rabelais. Un lieu de bon vivre, où les échanges sont aussi savoureux que les bons plats mijotés. Au petit déjeuner de Gargantua. Ne lui apportez pas, non surtout pas, un petit café crème avec quelques croissants. Ce qu'il lui faut, c'est quelque chose de plus consistant. Une vache, un mouton. Pour terminer mon périple en Rablaisie, j'ai rendez-vous avec une autre Julie, Julie Forain, qui va nous préparer un dessert renaissance, la dariole. Une tarte à la crème épaisse, parfumée, assez subtile, paraît-il. 10 poulets, 15 dindons, 20 canards. Cette épicurienne qui anime des ateliers culinaires est déjà sur le marché de Chinon pour acheter tous nos ingrédients. Un marché pluricentenaire qui a toujours fait honneur à la gourmandise des Rablaisiens et qui déborde de tous les meilleurs produits de Touraine-Val-de-Loire. Salut Vincent, tu vas bien? Ça va, toi? Ça va, je viens de chercher un peu de farine pour une recette médiévale et je pense que tu as la farine que je recherche. Des vieilles farines, il va y avoir la farine d'épeautre, petite Oui. épeautre surtout. Bah, parfait, je vais Ça t'en prendre dépend un ce que kilo. tu veux faire avec aussi. Je vais faire une dariole. Pour une pâte à tarte, c'est pas mal. Ouais, C'est pas super. mal. Bah celle-ci alors. Bon, et bien bonne journée. Bah, merci, Bon toi marché. aussi. Bon courage. Je vais aller voir ta voisine. Ça va bien, Bonjour, Cathy? ça va bien et toi? Oui, super. Est-ce que tu aurais un petit miel à me conseiller? Parce que là, je t'avoue que je sais pas vers lequel aller. Tu voudrais l'utiliser de quelle manière? Moi surtout pour les gâteaux. La Surtout pâtisserie. pour les gâteaux, je peux te proposer soit celui-ci qui est le miel de printemps, toute fleur avec toutes les fleurs du printemps, ou bien celui-ci qui sera plutôt toutes les fleurs de l'été, qui sera un petit peu plus parfumé Ouais. que celui de printemps. Eh bien, je vais partir sur quelque chose avec des saveurs un peu plus chaudes. D'accord? Je pourrais le goûter? Oui, bien Super. sûr. T'es un peu gourmande, toi, effectivement. Oh là 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 là, qu'il a l'air bon ce miel. Merci. Alors, est-ce qu'il te plaît? Allez, super. Ça va bien convenir pour ce que tu Ah bah oui, souhaites complètement. Eh ben, je vais te prendre un petit pot. On a un super soleil là. Il fait beau aujourd'hui, hein? Mais c'est pas ça qui va réveiller tes abeilles. Bah, il faudrait pas, hein? Non, non, faut qu'elle se repose encore un peu, là. C'est ça. Super. Bon, ben moi je continue Ben, mes emplettes. Bonne journée. À bientôt. Régale-toi. Merci. À bientôt. Au revoir. J'ai pris ma boîte. Super. Elle achète 4 œufs chez son producteur habituel Oh, ils sont beaux. et fait un dernier arrêt devant l'étal de la fromagerie, somptueusement garnie, pour y prendre de la crème fraîche bien épaisse. Voilà. Bon, on va remettre un petit chouille, de toute façon. Même s'il y a plus. Non, mais s'il en reste, je saurais quoi en faire. T'en fais pas. Et voilà. Super. Merci Corinne. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Hein. Merci, bonne journée à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Le panier rempli de tous les produits tourangeaux, Julie file chez elle et je l'y rejoins. Je l'appelle Cannelle parce que son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'ai goûté. Bonjour Julie. Bonjour Julie. On rentre directement par la cuisine, voilà qui me plaît. Tu vas bien? Oui, très bien. Et toi? Oui, merci. Alors, cette dariole? Eh bien, écoute, on commence par la pâte brisée, parce que la pâte feuilletée n'était pas encore arrivée à l'époque. Eh oui. On avait du beurre, et puis la farine d'épeautre, qui était la farine La plus de répandue. l'époque. C'est ça. Alors, Exactement. qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu Dis-moi. me mets un petit peu d'eau, s'il te plaît. Un petit peu d'eau, elle est là. Ça va me permettre de faire le liant de la pâte. Très bien. Alors, c'est une cuisine qui t'intéresse, la cuisine de la Renaissance? Oui, tout à fait. Plus on s'intéresse à la cuisine médiévale, et plus on se rend compte qu'elle évolue au fil du temps. Grâce à tous les apports
qu'il y a pu y avoir avec la route de la soie, par exemple. Il y avait déjà des choses qui arrivaient. Ensuite, il y a eu les Notamment croisades. les épices. Et puis, exactement, l'occupation de l'Espagne. Et je crois que toutes ces cuisines-là, et aussi la cuisine italienne, ont construit la cuisine qu'on a aujourd'hui. La cuisine contemporaine et la culture plus largement contemporaine. Et dans laquelle Rabelais a baigné. Nous réservons notre pâte. Pour la confection de la garniture, je casse 4 œufs et je vais les fouetter à la main avec de la crème fraîche épaisse. Et dis-moi, cette recette, alors, elle vient d'où? Alors, la première fois qu'on a une apparition, c'est dans le viandier de Taïwan. Qui est vraiment le livre de référence de la cuisine médiévale et qui va plus tard se transformer au moment de la Renaissance. Voilà. Et qui a dû inspirer Rabelais en son temps aussi. J'imagine qu'il devait certainement traîner dans les cuisines parce qu'on ne peut pas être aussi gourmand sans être un peu curieux. J'ajoute 120 g de sucre et 200 g de poudre d'amande. Toujours cette amande en poudre qui est très présente dans la cuisine. Hein. En fait, on en trouve partout. J'avais fait des croquettes de poulet aux amandes et à l'eau de rose. C'était un mets Renaissance et effectivement, ça parfume, c'est délicat. Et pour aromatiser notre crème, revoilà notre farandole d'épices. Ici, une cuillerée à soupe rase de poudre de gingembre, une cuillerée à café de cannelle et une pincée de filaments de safran légèrement froissés entre les mains. Ce sera un repas épicé, je peux vous dire. Après, chacun le dose comme il veut, bien sûr. Hein. Oui, moi je Et puis crois que surtout, on peut remplacer une épice par une autre, hein, parce qu'à l'époque, on ne les connaissait pas toutes. La garniture dûment parfumée. Nous reprenons notre pâte pour l'étaler et la mettre dans son moule. Et voilà notre jolie pâte. C'est pas des choses qu'ils mangeaient tous les jours, hein, parce qu'à l'époque, le calendrier chrétien, il y avait des jours maigres et des jours gras. Donc, il y avait effectivement énormément de jours maigres, il y en a. avait plus d'une centaine. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, et tu te décolles. Hop, donc on la pose et on la déroule. Parfait. Et maintenant, on va foncer le moule. C'est une bonne idée, ça, un pâte à tarte à l'épeautre. Et ça se tient bien? Compte tenu du fait qu'il y a moins de gluten. Du coup, c'est friable en même temps. Exactement. Ça va être un côté croustillant. Sablé. C'est ça que j'aime beaucoup. Bah, on est bon alors là. Oui, voilà. Alors on met ça au four. Ouais, on met dans un four bien chaud pour que la pâte soit bien cuite. Donc on va mettre pendant 10 minutes. 10 minutes à 240. Pas plus que ça. Et après, on prolonge 20 minutes à 180. D'accord, mais là c'est vraiment pour saisir la pâte. Exactement. Très bien. Donc 10 minutes. Pour la dariole préparée par les Julie, prenez sur votre marché, pour la pâte brisée, 200 g de farine de petit épeautre, si possible, 100 g de beurre et 8 centilitres d'eau fraîche. Pour la garniture, 500 g de crème épaisse, 4 œufs entiers, 120 g de sucre en poudre, 200 g de poudre d'amande, une cuillerée à soupe de gingembre, une cuillerée à café de cannelle et une pincée de safran. Je laisse Julie veiller sur la cuisson de la dariole et découvrirai ses saveurs en fin de banquet. Fin de repas que nous allons compléter de ce pas par une autre douceur, car ce banquet sera gargantuesque ou ne sera pas. En route pour Rivarennes, un nom qui doit vous être familier si vous êtes familier des carnets de Julie, puisque on a évoqué souvent la tradition de la poire tapée, dont l'origine est très ancienne, remonte largement à Rabelais et même aux croisades. Cette fois-ci, c'est Philippe qui va nous ouvrir les portes de ces caves troglodytiques dans lesquelles sont installés ces fours à bois. Ils font partie des derniers de Rivarennes d'ailleurs, et on va pouvoir goûter, à notre banquet bien sûr, ces fameuses poires tapées. Je vends des pommes, des poires, et des scooby-dooby-oo. Ah. Pommes, pommes, poires, poires, et des scooby-dooby-oo. Ah. Scooby-dooby-oo. En s'installant à Rivarennes, Philippe Blot est tombé sous le charme de cette tradition locale et a décidé de redonner vie à la production de poires tapées. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 4 en France à confectionner le fruit séché, dont la fabrication prend une semaine. La poire tapée, c'est avant tout une technique de conservation. Donc on peut le faire avec n'importe quelle variété.
Alors les poires, elles viennent d'ici, de la vallée de la Loire, hein, parce qu'il y a pas mal de producteurs de fruits, et eux, ils savent cultiver, nous, on s'est transformés, alors ça permet d'avoir une économie locale qui fonctionne. La poire idéale pour faire des poires tapées, c'est une poire qui est une poire tournante, c'est-à-dire qu'elle est plus verte, mais elle n'est pas encore tout à fait mûre. Pour pouvoir les déshydrater, il faut d'abord enlever la peau, parce que c'est elle qui fait la poche imperméable qui empêche le jus de s'en aller. Au XIXe siècle, tout le village vivait de la production des poires séchées. Mais avec l'arrivée des moyens de conservation modernes en 1930, l'activité a disparu. C'était sans compter sur Philippe et sa femme, qui ont eu un succès immédiat en tapant de nouveau les fruits. Alors, mon épouse voulait faire un petit truc au départ, mais là, maintenant, on est à plusieurs dizaines de tonnes chaque année à éplucher et à commercialiser. Un long processus de cuisson va alors commencer pour ces petites poires qui vont faire 4 allers-retours dans le four à bois du XVIIIe siècle afin d'être déshydratées en douceur. Alors là, elles ont déjà 4 jours de four. Il y a eu 3 chauffes et là, on est sur la dernière étape pour pouvoir finir la déshydratation à cœur. Les fruits sont alors aplatis à l'aide d'un platissoir, l'un des derniers en France, afin de favoriser une déshydratation uniforme. Un procédé qui n'a pas changé depuis sa création au Moyen-Âge. C'est vraisemblablement apparu à la fin du XIe siècle. Et cette technique-là a été appliquée ici en Touraine aux fruits locaux les plus fragiles. D'abord la poire, ensuite la pomme. Les poires plates sont réenfournées une dernière fois à 80 degrés pendant 2 jours avant de pouvoir être croquées. Alors, ça se déguste aussi bien sec que réhydraté. Sec, on va les mettre sur le plateau de fromage. On va les remplacer les fruits confits dans un cake. On va les manger, les grignoter en marchant, parce que c'est très énergétique. Et sinon, après, on va les faire cuire dans un liquide. Et là, on va les intégrer dans la cuisine. Ça peut être une viande, un poisson. Après, c'est chacun son imagination et puis chacun son palais. Une fois refroidies et conditionnées, ces poires tapées pourront se conserver plusieurs dizaines d'années. Nous n'attendrons pas aussi longtemps. Je suis attendue à Chinon, dans un lieu insolite appelé les Caves Pinctes. Un vaste réseau souterrain situé dans l'enceinte de la ville d'art et d'histoire de Chinon, sous la forteresse royale, véritable lieu de pèlerinage pour tous les admirateurs de Rabelais. Souvent je chante, regarde-moi, tu vois. J'ai enlevé mes bijoux, t'es maquillée, moi mes yeux. Salut Julie. Jean-Max, ça va? Super. Regarde, les j'ai bravo. apporté les foies, on m'a expliqué que c'était incontournable. C'est exact. Tu sais que cette cave s'appelle la cave peinte. Et donc, à l'origine, il y avait des peintures. Il y avait des scènes un petit peu sur le vin et la vigne. D'accord. Voilà. D'où le terme cave peinte. Cave peint. Alors ça s'écrivait Pincte en vieux français, mais ça signifie peinte, peinture. Quoi. Voilà. Et quelles sont à peu près la surface de ces caves? On a une idée? C'est plusieurs kilomètres là. Celui qui ne connaît pas peut se perdre dans ces caves. C'est vraiment immense. Ça a été percé à quelle époque? Ça a commencé Creusé. au XIe siècle et ça a duré jusqu'au XVIIIe à peu près. Maintenant que tu me dis qu'on peut s'y perdre, j'ose à peine avancer. Tant que je suis avec toi, ça va. Bon, voilà. Ici, c'était la cave personnelle du père de François Rabelais. Ah, d'accord. François Rabelais, en tant qu'enfant, est venu ici. D'accord. D'où le terme, j'y ai bu maintes verres de vin frais, parce que peut-être qu'à l'âge de 12-13 ans, on pouvait goûter du vin à l'époque, tout au moins qui n'était pas très fort. Et dans le 5e livre, quand il est à la recherche du Graal et de la connaissance, il décrit parfaitement les lieux, avec la fameuse fontaine de la Dive Bouteille. Ah, tiens, emmène-moi voir la On y va fontaine de la Dive Bouteille. Alors, Tu la vas voir, Dive c'est un Bouteille, bel c'est endroit. quoi? C'est une image, une expression? C'est qu'il a une expression. popularisée. C'est ça, c'est La une bouteille expression. divine. C'est la bouteille ça. divine où... Un breuvage divin. Voilà, et où on peut acquérir la connaissance. Incroyable, mais elle existait déjà du temps Elle existait déjà, bien sûr. Ouais, ouais. Vraiment impressionnant.
Rabelais écrivait que quand tu regardais cette fontaine, en fonction de son état d'allégresse, tu pouvais voir l'eau se transformer en vin. Donc évidemment, ça dépend de ton état où tu pouvais être. D'allégresse ou d'ébriété, pour dire des D'ébriété, choses comme voilà. Nous arrivons dans une vaste salle de réception troglodyte où Odile et Dominique finissent de dresser la table. Oh là là, quel décor! C'est spectaculaire! Pour ne pas se perdre dans les galeries de cave, mes compagnons de table arrivent ensemble, en file indienne. Julie, son dessert à la main, guide la troupe. Alain, notre expert gourmand, la suit, avec Philippe, les bras chargés de ses fameuses poires tapées. Gatien clôt la marche avec son plateau de fromage tourangeau. Bon, va falloir patienter un petit peu, à Bon, moins ça qu'on va. à moins qu'on l'utilise pour l'apéritif, parce que j'ai apporté des fouasses. Des petits pains ronds, briochés, agrémentés de noix, de miel et d'épices, évoqués dans un fameux chapitre de Gargantua. Donc là, nous avons quand même l'objet du conflit de la guerre picrocolline. Et donc, il y a ce passage où les foissiers viennent de Lernay avec 12 charges de foisses pour les vendre au marché de Chinon. Et les bergers de Grand Gousier vont les héler, vont demander d'en acheter au bon prix. Et le refus de vente va engendrer une bagarre. Et début de la guerre. Occasionnant, voilà, Gargantua va revenir au pays. Et il va sauver vaillamment le royaume de son père. Et la recette est d'ailleurs dans le roman. C'est extraordinaire avec Alain, ce qu'on peut dire autour d'un petit pain, quand même, au départ. Il faut dire Voilà. une petite brioche et hop, on a toute l'histoire de Gargantua. C'est tout à fait Il y a la Madeleine de Proust et il y a la C'est ça. foisse d'Alain. Et il y a la foisse d'Alain, la foisse et de Rabelais, ouais. Nous les garnissons des fromages de Gatien et d'andouille, autre mets rabelaisien incontournable. Car dans le quart-livre, titre de son 4e livre, le fantaisiste François nomme ainsi une tribu de sauvages mi-hommes, mi-saucisses, qui se livrent à des batailles culinaires. Une complète pour la dame. Tu vois, le hamburger, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça. Non, c'est ça en fait, c'est l'ancêtre du hamburger, tu as raison. Alors à la joie de vivre Alors, rabelaisienne voilà, l'hypocrase. et l'hypocrase, confectionné sous mes yeux ébahis. Moi j'adore le nez. Côté épice ressort. Hein. Est-ce qu'il y a des Chinonnais qui n'aiment pas les épices? Parce que c'est embêtant quand même. Pas de Moi depuis que je suis arrivée... Non. Sinon, c'est comme si on faisait du pain sans sel. Ah oui, carrément. Carrément. Tu vas carrément. Nous attaquons ce menu de longue haleine par le plat fétiche de Gargamel, les godbillots, préparés un peu plus tôt avec Odile. Merci beaucoup. Alors vous connaissez tous les godbillots, j'ai compris, hein, c'est ça? Enfin, ça fait partie du patrimoine, on mange pas ça tous les Quelques jours. on charcutiers mange pas ça l'ont tous les remis au jours. goût du jour. Oui. C'est très fin, très beau. Aussi, il y a de l'eau. Ouais, très bon. C'est bien. Et comment vous expliquez ce culte du vin, en particulier à la Renaissance, quasiment divinisé? Comment ça s'explique ça? En fait, le vin était considéré comme un aliment parce que la plupart des eaux étaient polluées. Et donc, on préférait effectivement passer par un liquide fermenté. C'est pour ça même qu'il arrivait que les enfants boivent du vin, alors du On coup? mettait un petit peu de vin dans l'eau pour purifier l'eau. Vous maîtrisez votre affaire en tout cas. Hein. Ça va? Que ce soit les godbillots ou le vin blanc, on est dans le haut niveau. Il faut toujours. Le plat de poularde aux épices de Dominique peut faire son entrée. Oh là là. La poularde Et le chou. et le chou. Le grand Dieu fit les planètes, et nous faisons les plats nets, écrit le facétieux Rabelais dans Gargantua. Nous suivons cette devise à la lettre. Oh là là. Ça sent bon, hein? Ah oui. Merci C'est beau. beaucoup. Alors, sur la table, il y a du sucre. Parce qu'à l'époque, normalement, on met du sucre dans presque toutes les recettes, qui est quand même un signe aristocratique et quand même de la bonne cuisine. On met du sucre, donc on le met un On peu le met au-dessus pour- au vu et au voilà. su de tout le monde. C'est délicieux, Dominique, hein, vraiment. Très équilibré. Et alors, surtout, ta liaison à la mie de pain, Oui, on la ressent pas du tout. non, Hein. pas du tout. On pourrait penser qu'on va avoir un Ça côté donne une grumeux. certaine épaisseur à la sauce, mais assez légère malgré tout. Mmh. C'est vrai qu'il y a une célébration permanente, omniprésente de la table dans l'œuvre de Rabelais. Mais est-ce que pour autant, on sait s'il était vraiment gourmand, gourmet? Est-ce qu'il passait beaucoup de temps à table ou est-ce qu'on est vraiment purement dans la métaphore?
Alors on sait que c'est un homme qui aimait la bonne chère, vraisemblablement. On sait qu'il apporte également des mots autour de la table. Donc C'est un sujet important, clairement, pour lui. La casserole vient de lui. Culinaire, frugal. Et puis on va avoir oui, les verbes, que ce soit grignoter, mitonner, morphaler, par exemple, flaconner, ce que nous sommes en train de faire. Flaconner, ah ouais, Ou on flacone, flaconnons, hein. voilà. Et donc, on a comme ça 800 mots ou expressions nouvelles que Rabelais va nous fournir. C'est un écrivain majeur. d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Nous enchaînons avec les issues de table, expression de la Renaissance, pour nommer les desserts. On y retrouve dans un foisonnement tout rabelaisien, fruits, fromages et pâtisseries. Des pommes tapées, des poires tapées, de la dariole, du fromage. Il y a du choix. Il y a un Sainte-Maure de Touraine, ici un bleu de chèvre au lait cru, qui a 1 mois d'affinage, et là une tome de chèvre qui a 4 mois et demi. Et ce Sainte-Maure, il existait déjà au 15e et 16e siècle? Ah oui, même bien avant. Bien hein, avant, c'était les- c'est un fromage oui, qui date d'avant l'an 1000. Je me régale avec tes poires. Oui, d'ailleurs, quelle est la variété de poire, Qu'est-ce que c'est Philippe, bon. que nous dégustons? Nous, on fait beaucoup de conférences parce qu'elle a pas mal d'avantages. Les poires sont entières, elle a peu de pépins. Ah, c'est ça. Quand elle en a, ils sont tendres. Et par ailleurs, ta tarte est délicieuse. hein. Merci. C'est à la fois assez classique finalement et très surprenant. Bah, c'est le côté épice, je crois, qui ressort vraiment. Le safran, le gingembre, la cannelle. Et puis ce côté poudre d'amande qui apporte vraiment un moelleux. C'est Elle est ça. très crémeuse. Ouais. Le mieux, c'est de faire ça. Oui. Alors, c'est encore meilleur. Et Philippe va nous achever avec une poire au chocolat. C'est ça. Ah, c'est des poires réhydratées à l'hypocrase, enrobées de chocolat noir. Ça ne se refuse pas. Je goûte, merci. Oh là là. Le vin rouge et le chocolat noir. Mais super les vins. Vraiment, Jean-Max, tout on s'est est régalé. super. hein. Ah non, c'est vrai. Non, mais- Vraiment. Ah oui, oui, c'est vrai. Quel banquet, mes amis, et quel lieu! Je crois qu'on a été à la hauteur de la réputation et surtout de la vie de François Rabelais, et que l'on a compris que derrière l'image du bon vivant débonnaire, eh bien, il y avait surtout un esprit très profond, un esprit libertaire, progressif, utopique, qui n'a pas hésité à secouer les dogmes de son temps. Alors relisons Rabelais, célébrons Rabelais, goûtons Rabelais aussi, lui qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». On a compris que manger sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et puis venez en Rabelaisie. Salut! Ah, moi, j'avais faim. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avais faim.